Bonjour. Donc, sur la base de l'expérience d'épicentre en Ouganda, à Mbarara, je vais faire un point sur la problématique du diagnostic de la tuberculose chez les enfants, puis discuter certaines perspectives. Voilà. Donc, si on s'intéresse aux données récentes d'une méta-analyse, on peut se rendre compte qu'il y a eu une chute très importante de la mortalité liée à la tuberculose pédiatrique avec l'avènement des antituberculeux, puisque chez un enfant qui est correctement diagnostiqué et mis sous traitement pour la tuberculose, on a moins d'1% de décès. Néanmoins, les modèles mathématiques montrent qu'il y a toujours environ plus de 200 000 enfants qui décèdent de la tuberculose par an. Et dans la grande majorité des cas, ce sont des enfants chez qui la tuberculose, il n'y a pas eu de traitement pour la tuberculose. Et ceci principalement en raison de grosses difficultés de détection de la tuberculose chez les enfants, comme l'attestent les données de l'OMS en 2016, puisqu'on a moins de 50% des cas notifiés à l'OMS de tuberculose pédiatrique parmi ceux qui sont estimés à environ 1 million. Il est extrêmement difficile de faire un diagnostic microbiologique de la tuberculose chez les enfants, notamment en raison de la nature paucibacillifère de la tuberculose pédiatrique, mais aussi des difficultés de recueil d'échantillons de crachat chez les enfants. Donc, la plupart des enfants sont mis sous traitement sur la base d'un diagnostic qui combine des signes cliniques et radiologiques. Néanmoins, nous savons qu'il n'y a pas de signes pathognomoniques de la tuberculose pédiatrique. En plus, dans les pays à ressources limitées, il y a un gros problème de formation des cliniciens à l'examen clinique et aussi à la lecture des radiographies chez les enfants, en plus de l'accès très limité à une radiographie de qualité. Finalement, le diagnostic de la tuberculose pédiatrique est très centralisé dans la plupart des pays, notamment en Afrique subsaharienne, au niveau tertiaire ou secondaire. Donc, dans cette présentation, je vais principalement me focaliser sur l'expérience d'Épicentre dans le domaine de l'évaluation d'alternatives à l'examen au recueil du crachat pour le diagnostic de la tuberculose, et puis aussi au devenir des enfants chez qui on suspecte une tuberculose. Je vais vous présenter rapidement 3 études. Une première étude transversale chez des enfants qui avaient plus de 3 ans avec une suspicion clinique de tuberculose. Et là, on avait essayé d'évaluer une nouvelle stratégie de recueil d'échantillons qui utilise le string test que l'on avait comparé à l'introduction des crachats. La deuxième étude est une étude de cohorte chez des enfants de moins de 15 ans avec aussi une suspicion clinique de tuberculose. Et là, on s'est principalement intéressé à la mortalité dans les 3 premiers mois. Et puis la dernière étude est une cohorte prospective qui est en train de s'achever chez des enfants qui ont un risque accru de tuberculose sévère ou de forme disséminée. Et là, on s'était principalement intéressé à des alternatives au crachat qui ne soient pas des échantillons respiratoires. Et donc, on avait évalué l'experte sur les échantillons de sel et un test urinaire sur bandelette qui détecte le lipoarabinomanam, qui est un antigène de la paroi de Mycobacterium tuberculosis, qu'on appelle le LAM. Alors, la première étude, donc, elle évaluait le string test, qui est en fait un fil de nylon contenu dans une capsule avalée par l'enfant. On retire le fil de nylon après 2 heures et on fait les tests sur le bout qui était au niveau intragastrique. C'est en fait une alternative à l'aspiration gastrique. Donc 140 enfants avaient été inclus dans cette étude, âge médian de 8 ans, un tiers était infecté par le VIH. Nous n'avions pas montré de différence en termes de détection, que ce soit en culture ou avec le test moléculaire expert, entre les 2 méthodes de recueil d'échantillons. Néanmoins, bien qu'ayant restreint la population aux enfants de plus de 3 ans, chez qui on pensait qu'il n'y aurait pas de difficulté pour avaler cette capsule, 16% d'entre eux n'ont pas été capables de l'avaler, ce qui a vraiment limité la mise en place de cette méthode au niveau programmatique. Dans cette deuxième étude, chez 360 enfants, dont un tiers avait moins de 2 ans, un tiers était infecté par le VIH et 11% avaient une malnutrition sévère, plus d'un tiers avait été mis sous traitement antituberculeux, mais comme vous le voyez, seulement 13% avaient une tuberculose confirmée bactériologiquement. Si vous regardez les courbes de Kaplan-Meier d'analyse de survie à droite, à 3 mois, vous pouvez remarquer que la ligne en pointillé qui correspond à la mortalité chez les enfants mis sous traitement antituberculeux avec un diagnostic microbiologique, nous n'avons eu aucun décès.
La courbe du milieu, ce sont les enfants qui n'ont pas été mis sous traitement. Et là, on avait une probabilité de décès à 4,5%. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en fait, chez les enfants qui avaient été mis simplement sur la base de signes cliniques ou radiologiques, on avait une probabilité de décès de plus de 10%, ce qui était significativement différent. Et aussi, le seul facteur qui était indépendamment associé à ce risque de décès était le fait d'avoir une malnutrition sévère. Donc finalement, dans la dernière étude, nous nous sommes intéressés à deux échantillons qui seraient une bonne alternative au crachat, qui soient les échantillons de sel, sur l'hypothèse que les bacilles respiratoires sont avalées par l'enfant et on peut les retrouver dans les selles. Et donc comme ça, on évite tout le problème de la collection des échantillons respiratoires. Et puis cette bandelette urinaire LAM, qu'on avait comparée à deux échantillons plus classiques que sont l'aspiration gastrique et l'aspiration nasopharyngée que l'on traitait avec un test moléculaire expert et aussi culture. Donc, comme vous pouvez le voir, sur les 135 enfants, qui étaient des enfants donc avec un risque de tuberculose sévère ou disséminée, nous n'avons pu faire un diagnostic de tuberculose confirmé par la bactériologie chez simplement 5% d'entre eux, malgré la batterie de tests. Et la sensibilité de l'expert dans les selles était de 50%, avec une très bonne spécificité. Même sensibilité sur le test urinaire LAM, mais avec une spécificité nettement moins bonne. Donc, que nous apprennent ces études? Que tout d'abord, nous avons un très faible confirmation microbiologique de la tuberculose chez les enfants avec une suspicion clinique de tuberculose. Donc ceci renforce les besoins d'un test qui soit probablement indépendant des échantillons respiratoires et qui soit aussi adapté aux structures dans lesquelles la plupart des enfants viennent consulter, parce que comme cette étude l'a montré et d'autres études opérationnelles, il y a vraiment de réelles difficultés à collecter des échantillons d'aspiration gastrique ou d'induction de crachat qui sont actuellement recommandés par l'OMS. Bien que la sensibilité dans les selles soit plus faible, le fait qu'elle soit extrêmement facile à obtenir peut être une alternative intéressante à l'aspiration gastrique. Par contre, la spécificité très faible de test urinaire LAM fait qu'on ne peut pas le recommander chez les enfants. Une étude récente à partir de la cohorte Panthère de la NRS a montré qu'un échantillon de sel plus un échantillon nasopharyngé testé avec le test expert avait une sensibilité équivalente à 2 aspirations gastriques, ce qui est nettement plus facile que les aspirations gastriques. Nos études nous ont montré aussi qu'on a une augmentation de la mortalité chez les enfants qui sont traités sur la base d'un diagnostic empirique, probablement parce que ce sont les plus faibles chez qui on va avoir tendance à donner ce traitement empirique, mais probablement aussi parce qu'on ne fait pas le diagnostic d'autres pathologies chroniques qui se présentent un petit peu avec les mêmes symptômes que la tuberculose. Ceci nous montre aussi qu'il faut renforcer le diagnostic clinique et radiologique dans les structures dans lesquelles nous travaillons. Enfin, comme nous l'avons montré, il est vraiment nécessaire d'avoir un diagnostic précoce de la tuberculose chez les enfants à risque, principalement les enfants avec une malnutrition sévère. Et comme dans la même étude Panthère qui se déroulait chez des enfants infectés par le VIH, ils avaient aussi montré une augmentation de la mortalité chez les enfants traités, probablement en raison d'un diagnostic tardif. Et finalement, une méta-analyse récente a montré aussi que dans les pays à très haute prévalence de tuberculose, on pouvait avoir jusqu'à 23% des pneumonies sévères de l'enfant de moins de 5 ans qui étaient dues à la tuberculose, avec un taux de létalité qui pouvait s'élever jusqu'à 21%, notamment chez ceux avec des comorbidités. Quelles sont les perspectives? Ces résultats, plus notamment les résultats de l'étude Panthère que j'ai présentée, nous ont permis de proposer un nouveau projet de 4 ans financé par United, dont l'objectif est de réduire la mortalité pédiatrique liée à la tuberculose en augmentant la détection de cas et l'accès au traitement. Avec 3 axes principaux: la décentralisation du diagnostic pédiatrique, l'augmentation de la détection des cas de tuberculose chez les enfants avec des comorbidités et un dépistage systématique de la tuberculose chez les enfants se présentant avec une pneumonie sévère.
L'approche diagnostique, c'est l'optimisation des outils existants avec tout d'abord une simplification du diagnostic microbiologique qui soit adapté aux structures périphériques, combinant un échantillon de sel et une aspiration nasopharyngée avec la dernière cartouche de Expert Ultra qui est plus sensible et en utilisant les nouvelles plateformes que CIFED, qui est le producteur du gène Expert, nous promet avec l'Omni ou le 1 module qu'on pourrait utiliser au niveau périphérique. L'utilisation d'un screening, d'un dépistage symptomatique de la tuberculose à l'entrée des enfants dans les cliniques, un renforcement de la formation et un coaching des cliniciens sur le diagnostic clinique et la lecture de la radio, avec notamment l'utilisation d'outils standards et l'utilisation de la radio digitalisée. Donc, ce projet associe 6 composantes, dont 3 qui sont centrées sur le patient. Une première qui va être des études de cohorte observationnelle visant à décrire la faisabilité et l'efficacité en conditions programmatiques de la décentralisation du diagnostic au niveau d'hôpitaux de district et de soins de santé primaire. La deuxième, qui est un essai en cluster qui va évaluer l'impact de la détection systématique à l'admission d'une tuberculose avec mise en traitement en cas de résultats positifs sur la mortalité précoce. Et le troisième va évaluer des approches algorithmiques de diagnostic de la tuberculose chez les enfants infectés par le VIH et les enfants avec une malnutrition sévère. Les 3 autres composantes sont des composantes de soutien au niveau technologique, diagnostique et au niveau économique et communication. Donc, ce projet se déroule dans 7 pays, dont 6 en Afrique subsaharienne, avec notamment, l'Ouganda, avec Épicentre, et un en Asie du Sud-Est, au Cambodge. Sous la direction de l'Université de Bordeaux, de l'Institut de recherche pour le développement et de l'Université de Makerere, il associe de nombreux partenaires, dont Épicentre en Ouganda, mais aussi MSF Logistique pour tout ce qui concerne l'approvisionnement. Voilà, je vous remercie.